On a failli apprendre à dire remontada en bavarois, mais Manuel Neuer et son équipe en ont décidé autrement. Installez-vous, on va vous expliquer pourquoi, mais également revenir sur tous les détails qui auraient pu vous échapper lors de cette très belle 27e journée de Bundesliga. Vous êtes sur Radio Mans Opposé, l'émission de foot 100% gardien. Pour m'accompagner, Renaud Audier, notre spécialiste Bundesliga. Bon, salut à tous. Thomas Bernard, notre Nantais. Qui semblerait-il un petit souci technique. On va voir ça. Et Antoine Garcia, notre gardien de Villefranche-sur-Saône. Salut à tous, ravi d'être avec vous pour ce live. Au programme, les débriefs de Gladbach, Leverkusen, Wolfsburg, Dortmund et un point sur la forme des gardiens suite à ces 2 premières journées post-confinement. Mais sans plus tarder, évoquons cet étonnant Bayern-Francfort. Antoine, on a vraiment cru à un retour de Francfort après 50 minutes totalement amorphes. Ah ouais, c'est incroyable. Il y a eu ce début de match où en fait, même cette première mi-temps en général, où on n'a quasiment pas vu l'Eintracht Francfort de Kevin Trapp, et puis avec un Bayern Munich qui a quand même dominé son sujet en menant 2-0 à la mi-temps. Et puis en début de deuxième mi-temps, on était en ligne d'ailleurs tous les quatre. Il y a ce but au bout de 50 secondes et on se dit ça va reprendre ce qu'a dit Sabatier en fait à la mi-temps où il avait dit oula ça va tourner au 5-0. Et en fait, incroyable, sur 2 coups de pied arrêtés, plutôt très bien tirés. Il y a ce grand défenseur autrichien dont le nom m'échappe, qui permet à Francfort de revenir à 3-2 en fait. Et effectivement, on a failli apprendre dans le Larousse comment dire remontada en allemand. Et je suis bien content de ne pas avoir eu à le faire. Ouais, tout à fait. En effet, c'était vraiment contre la physionomie du match et finalement, le Bayern s'est imposé 5-2. Sauf s'il y a eu encore un dernier but avant qu'on Non, commence c'est le ça, live. ça s'est arrêté. D'ailleurs, il n'y a pas eu de temps additionnel. Ils ont arrêté le match. Vraiment, on prend l'émission, nous, live, dans la foulée de ce match, quoi. Ça s'est terminé il y a 3 minutes. D'accord. Bon, très bien. Alors, on va commencer peut-être par l'analyse de Kevin Trapp. Ouais, Parce avec plaisir. que après on va parler de Neuer et également de sa reconduction de contrat. Moi, j'ai trouvé Kevin Trapp assez désabusé sur ce match et même également sur le premier match. Alors, j'ai pas suivi le premier match de Trapp. J'ai vu qu'ils avaient pris encore pas mal de buts. Ceci dit, en effet, je te rejoins totalement sur le côté problème de maîtrise des émotions. Je sais pas si tu as pu percevoir ça aussi. Je trouve qu'il était beaucoup à être un peu, on va dire, mécontent de sa défense, alors que je trouve que lui-même n'a pas été non plus exceptionnellement décisif ou particulièrement inspiré sur sur certaines situations, en fait. Donc, je dirais pas que je l'ai trouvé culotté, mais je pense qu'il ferait mieux de faire un peu abstraction parce qu'il est plus au PSG, parce que c'est plus Thiago Silva devant lui, parce que c'est plus une grande équipe avec lui. Je pense qu'il ferait bien de faire abstraction de tout ça parce que même si je comprends sa frustration, hein, c'est quelqu'un qui revient d'une longue blessure à l'épaule, tu as envie d'être tout de suite décisif. Et finalement, c'est son retour à la compétition, parce que lui, ça coïncide avec le retour en fait de la compétition de la Bundesliga, hein, c'est très très délicat. Et sur ce match, on débriefera les buts un à un. C'est pas, il y a mieux à faire sur un ou deux coups, quoi, clairement. Si on commence par la première chose qui t'a frappé, vas-y, on commence par. Je l'ai trouvé un peu fébrile, en fait. Je trouve qu'il est souvent entre deux eaux, notamment au niveau de ses sorties, que ce soit aérienne ou au sol. Il y a 2-3 fois, notamment en fin de match, le 4e but, je crois. Non, pardon, le 5e but où il doit sortir dans les pieds de Niabri. Après, il y a son défenseur qui fait n'importe quoi. Ils prennent le but contre leur camp. C'est un peu surréaliste. Mais je trouve que sur un terrain qui fuse tellement, parce qu'il avait plu l'après-midi à Munich, c'est ce qu'il disait au début du match. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'a très bien utilisé Manuel Neuer sur les sorties de la surface. Et ben Trapp, il manquait de promptitude, il manquait de détermination. Je trouve que parfois, il n'est pas fautif, par exemple, sur le but de Müller à la 40e minute. Il n'est pas fautif sur ce but. Mais voilà, Dieu merci, on a les commandes maintenant. Je fais arrêt sur image. Ben, je vois qu'il n'est pas dans cette espèce de prise de gardien de but, vous savez, de hockey, où on va prendre un maximum de place avec la souplesse des adducteurs, l'écart des bras, l'amplitude des bras. C'est un mec qui fait quand même 1m89, donc il a quand même une belle amplitude. Il y a ce chouïa de, pas de crainte, parce que je ne me permettrai pas de dire qu'il y a peut-être un petit déficit de courage.
voilà, un petit truc que moi, je me rappelle avoir vu des sorties d'Andanovic où il y allait la tête en avant. Voilà, j'ai vu Pickford faire ça et pourtant, je suis pas un fan de Pickford, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que parfois, il y a un petit manque de niaque. Voilà, je le trouve un peu propre, Trapp. Un peu propre, un peu c'est joli, on a un petit coup de pied, nani, nana. Je trouve que parfois, ça manque un peu de méchanceté et d'agressivité positive. Et je trouve que dans ce match, c'est exactement ce qui s'est passé, plus des petits soucis de placement, notamment sur le but. Après, c'est très difficile. Hein. Ce que je dis, c'est vraiment le. Voilà, c'est son niveau en même temps, le top niveau. Hein. Je suis en train de faire des remarques parce que c'est un gardien de top niveau. C'est un gardien qui jouait la Coupe d'Europe avec le PSG quand même. Donc voilà, le but de Lewandowski, qui est au retour des vestiaires, il y a un souci de concentration. Parce qu'au moment où Coman centre, il est placé comme s'il allait avoir une frappe de Coman au premier poteau. On ne peut pas se placer comme ça. Il faut qu'il soit moins collé à son premier poteau. Parce que le problème, c'est que sinon, il perd du temps et il déserte un peu sa cage en étant trop premier poteau, alors qu'il n'y a d'aucune façon Coman ne peut ne peut tirer, si vous voulez. Coman va centrer et lui, il protège son but, il protège son premier poteau comme s'il allait avoir un tir. Et du coup, ce léger retard, il s'écrase un peu sur cette reprise de la tête de Lewandowski sur laquelle il est sur la trajectoire. Hein. On l'a déjà vu sortir des arrêts miracles comme ça. Et il la sort pas parce que peut-être ce décalage au début, c'est quelques centimètres. C'est une cinquantaine de centimètres, hein, décalé légèrement vers l'intérieur de son milieu du but, en fait. Et voilà, c'est tout simplement ça qui lui manque sur ce coup-là. Pour moi. Mais ce que tu dis, Antoine, et je pense que on l'a tous plus ou moins vu, mais moi j'ai l'impression que tout ça, c'est aussi un manque de rythme. On sait que chez le gardien, quand il n'a pas eu la succession de matchs qui s'est arrêtée un peu longtemps, il y a une perte de repère. Et donc tout ce qui est placement, tout ce qui est un peu rythme, justement, manque qu'il n'est pas assez incisif. Peut-être que la coupure, justement, et qu'on n'ait pas joué, ça n'a pas aidé. Totalement. Alors là, je coupe juste, pardon, excuse-moi. Renaud, je pense que tu as totalement raison parce que c'est des situations, en fait, exactement ça, de repères, comme tu dis. Les ballons qui rebondissent en profondeur, le manque de promptitude pour aller sortir dans l'épée de Gnabry, le petit décalage de placement sur le centre de Coman où il pense qu'il peut y avoir un tir. Ça, le cerveau, quand il a l'habitude, quand il est dans le rythme dont tu parlais, on est d'accord qu'il ne fait pas ça. Le problème, c'est qu'en face, tu as Manuel Neuer. Et Manuel Neuer, lui, tous ces trucs-là, il les fait. Ah oui. Tous ces trucs-là, il les fait. Et ça, alors, c'est peut-être parce qu'il s'est entraîné dans son jardin. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que tous ces trucs-là, il les fait. Il est dans les anticipations, il est dans la lecture, il est parfait. Parfait. Mais comme tu l'as dit, on juge Kevin Trapp en tant que top niveau et voilà, il y a un décalage. Il y a un décalage. Et c'est pas un gardien de top niveau. Voilà, mais c'est pas nouveau. Et c'est pas nouveau, puisqu'en PSG, on a déjà dit qu'il y avait des erreurs comme ça, qu'il y a eu des sautes de concentration aussi monstrueuses et qui étaient probablement rattrapées par effectivement une défense de qualité. Voilà, et la boulette magistrale en Ligue des Champions, il visualise pas du tout ce qu'il fait en fait. Il voit même pas sa cage. Il se repère pas dans l'espace complètement. Donc c'est pas nouveau. Et donc si en plus il a pas joué, que déjà c'est quelqu'un qui a peut-être un petit peu de mal à bien se spatialiser. Et en plus, à être de rythme dans l'action, si en plus il a pas joué, je pense que clairement c'est le type de joueur qui doit être perdu quand il revient sur un terrain. Et on rappelle qu'il a été blessé en début de saison. Et en plus, il a été blessé quand même 3-4 mois. Donc, ça l'aide pas à prendre le rythme. Hein. Il est déjà en vacances. Je veux dire, on sait qu'en plus pour les gardiens, que même un gardien blessé, typiquement, il lui faut vraiment quelques matchs pour se remettre dans le coup. Même s'il est physiquement, il est bien, il est prêt. C'est dur de revenir au top instantanément. Et typiquement sur des questions de placement. Après, vas-y, pardon. Tu peux finir sur Trapp et moi j'allais enchaîner sur Neuer. Vas-y, Antoine. En fait, ce que je voulais dire, c'est que parfois, quand on revient de blessure ou quand on revient après une longue absence, parfois nos 2-3 premiers matchs, on est là tout feu, tout flamme aussi. Et c'est après où il y a un petit coup de barre. Et c'est là où il faut cravacher pour maintenir son niveau de concentration. Et je trouve que je sens pas cette adrénaline, en fait. Je sens pas cette agressivité. Je sens pas ce plaisir. Je trouve que il est très. Nico le disait. Hein. Il est gentil. Ouais, alors Nico, il faisait surtout allusion au fait qu'il était là, oh la défense, oh là là, Hülkenberger, il fait 40 erreurs par match, oh Gelson, il fait une erreur, ça nous coûte le 4e but. C'est vrai, le caractère, un peu de leadership aussi. Le leadership, et je trouve qu'il est trop propre. Voilà, je le trouve
trop propre dans ça et c'est dommage parce que c'est un gardien qui a vraiment des grosses qualités. Il fait des beaux arrêts, il a un bon jeu au pied. Je trouve qu'il a été plutôt bon en l'air à 2-3 reprises. Voilà, il a une vraie lecture aussi dans sa surface, parfois sur des ballons dans les intervalles. Tu sens qu'il est toujours au bon moment. Il est là à se placer dans le bon intervalle parce qu'il sait que ça peut aller là. Mais je trouve qu'il manque d'agressivité. Clairement, c'est ça, un peu de niaque. Et ça lui fait défaut parce que il y a 2 buts qui sont évitables s'il a ça. Et 2 buts, 3-2. Il y a la frappe de Kostic sur le poteau dont tu vas parler. Il y a la frappe, tout ça, ça peut changer le match. 3-2, c'est pas pareil. On est d'accord. Donc très bien pour Kevin Trapp, en effet une reprise difficile. À l'inverse, Manuel Neuer a été plutôt impérial. Il a été bon dans ce qu'il avait à faire. Impérial peut-être pas, mais il a été bon dans ce qu'il avait à faire. Dans tout ce qui était arrêtable, il l'a arrêté quand même. Parce que franchement, les 2 buts qu'il prend, il n'y a strictement rien à faire. Est-ce qu'il peut sortir sur le premier? Je me Non. suis posé la question. Je me suis juste posé la question. Non, mais je souffle pas parce que c'est difficile parce qu'il y a un duel quand même entre Boateng et ces 2 joueurs. Il y a une petite poussette sur Boateng en plus. Après, c'est strictement impossible de sortir sur le deuxième ballon parce qu'encore une fois, il n'y a pas de rebond entre le moment où il y a le contrôle de la tête et la reprise. Et c'est sur le rebond où toi, tu peux te permettre de jaillir. C'est un peu comme le deuxième but que prend Trapp de Müller. Müller, il se l'emmène de la poitrine, il frappe pied gauche. Il n'y a pas ce moment où le ballon rebondit et ça te permet d'intervenir parce que l'attaquant, lui, est dans l'attente du rebond. Alors que toi, tu peux intervenir un peu n'importe où. Et ça, Neuer, il ne peut pas intervenir. Les 2 frappes, elles sont complètement hors de portée. La seule petite question, c'était sur ses défenses, vous savez, sur les corners sortants. Moi, j'aime bien mettre quelqu'un au deuxième poteau quand c'est sortant, parce que souvent, c'est sortant, donc il y a une déviation au premier, et c'est dur quand c'est sortant de la claquer au premier poteau. Donc, c'est souvent des déviations pour prolonger le ballon, et je trouve qu'il y a un intérêt à avoir quelqu'un au deuxième poteau sur ces situations-là. Mais encore une fois, c'est peut-être pas Neuer qui choisit ça. C'est peut-être des consignes du staff directement. On joue il y a vraiment, voilà, c'est très organisé déjà dans les clubs en national. Alors, j'ose pas imaginer au Bayern Munich. Donc, voilà. Et puis, c'est toujours plus facile, moi, sur mon canapé, de dire s'il avait eu quelqu'un au premier poteau, il y aurait pas eu, au deuxième poteau, il n'y aurait pas eu ficelle. Voilà. Thomas, tu voulais évoquer quelque chose? Ouais, non, mais en parlant du placement sur les corners, c'est que le Bayern, c'est quelque chose qu'ils font régulièrement, en fait, c'est qu'il y a une personne au poteau. Mais quand tout à l'heure, je disais qu'il n'était pas impérial, Neuer, c'était en fait parce que tu vois, il a pris 2 buts à Impérial. Pour moi, c'est un gardien qui fait un match monstrueux. Alors, moi, je préfère nuancer, si tu veux, et dire, ouais, il a été bon dans ce qu'il avait à faire et c'est la marque des très grands gardiens par rapport à un Trapp, comme on disait tout à l'heure, qui a du mal à prouver que c'est un grand gardien et que ça reste un gardien de club moyen, en fait. Et Neuer, tu vois la différence? Vas-y, Nico. Alors, néanmoins, moi, j'évoquais Impérial. Alors, c'était moi en première mi-temps. On l'a évoqué justement à la mi-temps ensemble. C'est les bonnes sorties. Donc, ce que tu évoquais, la gestion de un peu du terrain mouillé. Donc, très belle sortie. Et il y a pour moi le tournant du match. Alors, ça peut paraître bizarre, mais on est en Bundesliga à 4-2. À 4-2, il fait un très bel arrêt. Il fait un arrêt. Ouais, il fait un arrêt surnaturel, quoi. Il est dans une espèce de... Parce que déjà, il y a un truc qui est très compliqué, c'est que le joueur qui va faire la passe en retrait, c'est une talonnade. À 3-4 mètres de ton but, c'est très compliqué de switcher, de revenir dans l'axe du but, parce que c'est un geste qu'on n'anticipe pas nécessairement ou auquel on ne s'attend pas nécessairement. Et là, ça va quand même très, très vite. Donc, il y a cette talonnade. Donc, il est là. Le ballon va là. Et en fait, c'est d'une logique implacable quand on regarde au image par image. Mais lui, il va y arriver à vitesse réelle. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que le ballon, le gaucher qui va reprendre cette talonnade va frapper de là où ça vient, parce que c'est le seul espace en fait disponible pour lui. Et Neuer, qui a déjà fait cet effort pour recouvrer son espace axial, va refaire un autre effort pour repartir de là où était la talonnade. Et ça, c'est impressionnant. Sans compter qu'il arrive à rester. Il arrive à rester compact en plus. C'est-à-dire que c'est pas comme Trapp qui peut te faire un truc un peu. Il va être dans le coin. Là, il va réussir à y aller d'un coup, tout ensemble, tout son corps ensemble. Et puis, alors, c'est quand même une bûche. Il fait 1m93, il fait 95 kilos, le mec, c'est incroyable. Et en plus, il se relève après pour gêner encore. Et il a la lucidité d'accompagner le ballon. C'est bon, ça sort.
comme s'il maîtrisait. Mais enfin, allô, le mec, c'est incroyable. Et encore une fois, entièrement d'accord avec toi. 4-2, 4-3, ils ont mis 2 buts sur coup de pied arrêté. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Et Trapp, il n'a pas su faire ça. Il n'a pas su éviter le but qui faisait complètement basculer le match. Et bien, Neuer, lui, il a réussi à faire ce but-là. On peut parler aussi de son jeu au pied parce que on est très loin du Neuer époque Guardiola qui prenait des risques complètement fous parce que c'était une consigne exacerbée du coach. Là, il est vraiment dans un truc où je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le but de Müller dont on parlait de Trapp, ça vient de son dégagement. C'est un ballon où il voit un espace en fait et il envoie une frappe du droit un peu à la Ederson. Ça part en profondeur vers Müller. Il y a le centre, c'est un peu cafouillé. Ça revient vers Davis et Davis centre pour Müller. Et là, il y a le but. Mais c'est des initiatives personnelles de jeu long, de variation. Je cours, je long, je contrôle, je ne contrôle pas. J'ai l'impression qu'il fait constamment le bon choix. Et surtout, il fait le bon choix sans se mettre en difficulté ou en danger. C'est vraiment ce que j'aime chez lui parce que moi, on est dans un club, par exemple à Villefranche, on adore repartir de derrière. On voit dans les grands clubs parfois des équipes qui veulent à tout prix repartir de derrière, mais parfois le risque, le jeu n'en vaut pas la chandelle, tout simplement. C'est-à-dire que quels sont les bienfaits de 5 passes derrière pour aspirer un bloc adverse ou parfois de sauter une ligne tout simplement parce que tu vas jouer un deuxième ballon et remettre une pression sur la défense adverse. Ben, tout ça, et lui, je trouve qu'il est parfait dans la gestion de ça. Je sais quand je dois aspirer le bloc adverse, quand je subis un pressing et que je dois accepter ce pressing, ou alors quand mes coéquipiers, tout le bloc bavarois n'est pas en place, et dans ce cas, je ne prends pas le risque, j'allonge, j'ai des mecs qui vont vite devant, j'ai des mecs qui sont assez grands, Lewandowski, Müller, c'est plus d'1m85, et je m'adapte. Et en fait, il est dans une espèce de constante adaptation du jeu. C'est-à-dire que, et alors ce qui me tue, moi, c'est que moi, je réfléchirais constamment pour faire ça. Lui, tu sens que c'est instinctif. C'est-à-dire qu'il l'a intégré, ça. Et ça, c'est impressionnant. Un peu comme un joueur, il voit avant les autres, quoi. Il a vraiment la vision. Il a la vision du jeu en fait totale, Neuer. Ah, oui. C'est pas pour rien qu'à mon avis, il est aussi bon au pied et qu'il est aussi bon dans ses sorties et qu'on a dit qu'il est comme un libéro, c'est qu'il a une vision du jeu tellement bonne que du coup, il sait exactement ce qui va se passer. Il a ce petit temps d'avance qui fait que du coup, il sait et donc du coup, il peut réagir. Et alors après, il a les qualités techniques évidemment pour le faire. C'est-à-dire, oui, il y a peut-être des joueurs qui voient le truc à l'avance, sauf qu'ils n'y arrivent pas. Donc, et là, c'est l'erreur. Et là, c'est la boulette. Mais lui, il le voit et il peut le faire. Et effectivement, il a un temps de réflexion. Et je pense que c'est là où on parle vraiment de QI football. C'est cette capacité du cerveau à tout analyser très vite. Comme a dit Antoine, temps réel. C'est-à-dire, nous, il nous faut les images, image par image, et on est là, on fait ouais, ok, ah ouais, lourd, hein, stylé, voilà. Et genre, on a mis 30 secondes à comprendre, quoi. 30 secondes dans un match, c'est trop tard. C'est pour ça que je pense qu'il ne le réfléchit pas. Je pense qu'il l'a intégré. Il y a un truc, c'est Barthez qui était comme ça aussi, on dirait presque un autiste. Il a intégré des choses. Je me rappelle, Barthez, on m'avait raconté qu'on l'avait foutu une raquette de tennis dans la main la première fois. Il ne savait pas la tenir. Ils font 3 échanges, il envoie des passings dans tous les sens, revers, coup droit. Et en fait, c'est parce qu'ils ont une espèce de sensation des choses. Et voilà, c'est le top niveau. Ce Barthez sur un trampoline, pareil, il sent un peu, ça se passe comme ça, ok, boum, il envoie des saltos. Parce qu'ils ont des espèces de sensations, ils se connaissent, c'est impressionnant, c'est impressionnant. C'est des grands sportifs, c'est des grands sportifs. Et là, c'est vrai que quand on fait l'apologie de Neuer, comme on vient de le faire, oui, Kevin Trapp, c'est un bon gardien. Mais voilà, c'est un bon gardien. Alors, donc très bien pour Neuer. On a aussi du coup su dans la presse et ça a été pas mal relayé que Manuel Neuer avait prolongé de 2 ans. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport justement à l'arrivée de Nubel qu'on évoquait? On n'est pas un peu dans une sorte de même situation qu'on a eu à Lyon cette année, avec 2 numéros 1 et puis finalement un numéro 1 qui prolonge. Enfin, pardon, pas 2 numéros 1, mais on va dire un autre bon gardien qui arrive. Pour être numéro 1, ouais. Et un peu comme ce qui s'est passé avec Tatarusanu. Renaud, tu veux commencer? Ouais, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que déjà, pour déboulonner Neuer,
bonne chance, hein, déjà, franchement. Je vois pas comment. Enfin, le niveau qu'il a actuellement, il y a eu un moment où on a un petit peu critiqué qu'il avait un peu perdu parce qu'il s'était blessé longuement. Honnêtement, on n'en voit pas trop les séquelles, hein. Non. Enfin, après, on verra pour la suite, à la reprise, tout ça, sur la continuité, mais on sait déjà de base qu'un gardien, sa longévité par rapport à un joueur de champ est décuplée. Neuer, il a quoi, 33 ans? 34, je crois, bientôt, non? Ouais, Ou je dis une bon. bêtise? Ils ont dit 34 pendant le match, du coup, ça m'a fait tilt. 33 ou 34 ans, pour moi, il a un petit peu de marge. Donc après, peut-être que refaire signer, c'est effectivement c'est le coup de pression classique. C'est de dire à Neuer, on s'endort pas sur les lauriers, il y a du boulot, gagner le championnat et les titres nationaux, c'est bien. Aller loin en Europe, c'est mieux. Voilà. Ouais. Donc là-dessus, ça m'étonnerait pas. Et puis après, on sait toujours qu'une direction cherche à préparer le futur, quitte à ce que ce soit 3-4 ans à l'avance, hein. Et ça, C'est pas nous. c'est totalement ça. Je pense qu'en fait, il ne pouvait pas passer à côté de Nobel. Nobel, il faut rappeler aux auditeurs qu'il était en fin de contrat. Nobel, il a coûté 0 €. Donc, je pense que surtout le Bayern ne pouvait pas passer à côté d'un espoir comme ça. Et finalement, on serait peut-être gardé Neuer avec Ulreich, sa doublure. Apparemment, ils s'entendent très très bien. Et peut-être prêter Nobel. Alors, je ne pense pas qu'il faille le prêter à Schalke, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Mais pourquoi pas chez un promu ou dans un club voilà, où il gagnerait du temps de jeu parce qu'il va perdre son temps. Neuer, je peux vous dire qu'il a 2 saisons, s'il n'a pas de blessure, hein, il a 2 saisons, il est titulaire à 100%. Et éventuellement, à 36 ans, parce que j'ai vu, il est né le 26 mars 86, donc il a 34 ans là, éventuellement à 36 ans, je pense, dans 2 ans, oui, là, il pourra peut-être être la doublure expérimentée. Voilà. Et encore, c'est pas impossible qu'il dure comme l'a fait Van der Sar, comme Buffon le fait actuellement. 36 ans, c'est pas non plus extrêmement âgé. Et je pense que c'est un mec qui a encore la motivation. Je suis d'accord. Ensuite, alors bon, je pense qu'on a compris pour Neuer que faudra suivre un peu finalement, c'est plus la situation de Neuer, mais la situation de Nubel. Exactement. Toi, tu voulais dire. Je voulais dire quelque chose, juste, c'est normal qu'il soit prolongé. J'ai vu une stat qui a cité Sabati au début de match, j'ai halluciné. 633 matchs en Bundesliga, 47% de clean sheet. C'était juste pour dire ça, c'est plus de 305 clean sheet, je crois. Donc, Voilà. c'est du délire. Ça place le bonhomme, quoi. Ça, Oui, ouais. Ça te donne une idée un peu du mec, quoi. Ouais, sachant que là, si on prend juste pour comprendre un peu la stat, on est à la 27e journée. Les équipes ont à peu près pris 32 buts. Enfin, en tout cas, les meilleurs ont pris 27, je crois, un truc comme ça, le Bayern, ou maintenant avec le match un peu plus. Mais on est sur un but par match normalement. Et lui, il arrive à faire baisser ses stats, à faire baisser un but que tu prends par match presque structurellement, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Très bien. Et donc, comme mardi, on a le choc der Klassiker entre Dortmund et le Bayern, on va parler un petit peu du duel que l'on a vu entre Castille et Burki. Thomas, c'est toi particulièrement qui l'as suivi. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le match de Burki? Alors, le match de Burki, bon, c'était pas le match de l'année, je vais pas vous le cacher. En effet. Première C'est pour ça que ça période, il était plutôt au chômage technique en première période, Burki. Il n'avait pas eu d'arrêt à faire, il n'y a pas eu de tir cadré de la part de Wolfsburg. Il a été un peu plus sollicité en deuxième période, notamment par son compatriote Stephen de Wolfsburg. Donc, il y a une première action en début de deuxième mi-temps où il y a un face-à-face en fait entre Stephen et Burki. Et je trouve que Burki, sur cette action, il est chanceux parce que Stephen met la balle sur la barre. Oui. Je trouve que sa sortie, en fait, elle a légèrement contre-temps. Et il sort en mode gardien de hockey. Et j'ai l'impression, quand tu revois les images, en fait, il délaisse beaucoup son deuxième poteau, en fait. Son angle est pas assez, il occupe pas assez bien l'espace pour fermer son angle, je trouve. Et la deuxième situation où il a fait plutôt un bon arrêt, même si on va dire que son intervention n'était pas très académique, c'est pareil, à l'heure de jeu, une reprise de volée de Stephen qui reprend en première intention une frappe, un centre, pardon. Première intention, la balle flottante et si tu veux, Bourki, il repousse le ballon un peu comme il peut avec les mains en avant, même pas avec les poings.
Tu sais, quand tu commences à être gardien, les petits gardiens qui commencent, ils font souvent cette tendance-là de faire comme ça. Bah, c'est ce qu'il a Ok. fait sur cette action. Voilà. Après, au niveau des relances, ça a été propre, mais il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il a été efficace. Après, je pense que s'il est plus sollicité face au Bayern, il faudra un peu qu'il lève un peu son level de concentration, peut-être, parce que il a la chance que Wolfsburg n'a pas su en profiter, mais face à des joueurs comme Lewandowski, etc., ces petits détails, ces petits défauts de placement ou ces sorties à contre-temps, ça se paye cash contre le Bayern. Donc, Bah tiens, si on en parlait justement, alors l'idée, on va pas faire une preview totale du match parce qu'il faudrait rajouter 20 minutes de vidéo. Mais selon toi, Thomas, quels vont être les points particuliers à faire attention face au Bayern? bah, déjà, je pense que comme souvent, là, tout à l'heure, Dortmund s'est souvent fait prendre dans le dos dans sa défense. Donc, je pense que Bayern va essayer d'appuyer de ça avec des joueurs vifs comme Davis ou Coman. Donc, la première chose à surveiller pour Borky, c'est les duels, la contre 1. Et aussi les centres, ses interventions sur les centres. Parce que des fois, j'ai l'impression que sur des centres, il reste vachement sur sa ligne, il est vachement attentiste, je trouve, sur ces situations-là. Et le Bayern en abuse pas mal, ces situations-là, avec un mec comme Lewandowski ou Müller qui peuvent couper les trajectoires. Donc là, il va falloir surveiller son placement sur ses actions. Donc, voir comment il se place, comment il situe l'action. Est-ce qu'il doit intervenir? Est-ce qu'il reste sur sa ligne? Réagir ensuite? C'est différent. Ah, on a un petit souci de souci connexion. technique. Ouais. Alors, Moi, j'ai juste rebondir sur vas-y. Castells parce que j'ai vu les buts en fait qu'il a encaissés et ça fait un peu un parallèle avec ce que je disais sur Trapp par rapport à son placement sur le but, la tête de Robert Lewandowski. Je trouve que pareil, Castells, il avait tendance à avancer trop par rapport à son poteau sur les duels. Ouais. Et en fait, du coup, il y a un centre en retrait à un moment donné. Le Mhm. centre en retrait, il peut rien faire si vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il vient trop près de l'attaquant pour jouer le duel et du coup, en fait, il expose énormément son but en désertant son premier poteau, en avançant trop. Et de même sur la frappe de Hakimi croisée, il fait une situation de croix, donc Oui. un peu un arrêt en hockeyeur, mais il est très très loin du tireur. Il a beau Oui. faire quasiment 2 mètres, Castells, c'est très compliqué de cette distance en fait de couvrir autant d'espace parce que l'angle n'est pas extrêmement fermé. Dis-moi Et Renaud. ça, c'est le problème des gardiens en Allemagne. C'est qu'ils déclenchent une sortie en T pour tout et n'importe quoi. Ben ouais, c'est-à-dire que c'est Il y a des dommage. situations qui s'y prêtent pas du tout. Ouais, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que je pense que ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est sortir de sa boîte à outils le bon matériel au bon moment. Parce que là, il fallait rester sur les appuis et peut-être balayer la jambe rapidement pour essayer d'aller la choper avec les mains. Ouais. Et quand la situation est beaucoup plus proche, là, en effet, il faut utiliser ton envergure Ouais. et ta souplesse Mais afin de contrer au corps à corps presque. ouais, Et là, ouais, le problème, c'est qu'il la décroche trop. Ouais, je sais que c'est trop, mais on se doit d'être pointilleux. Et aujourd'hui, les gardiens qui feront la différence, c'est ceux qui arrivent à comment doser, on va dire, ces sorties-là. De même que être trop dans l'anticipation et être trop dans la je reste debout et je plonge, ça peut être un défaut quand on est à bout portant. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit sur le premier but, voilà, il est trop avancé. Et surtout, en plus, là où il se fait avoir, c'est que. Alors là, il peut pas tout prévoir, mais c'est qu'il y a. Il y a Haaland qui foire complètement sa reprise, qui devait frapper. Donc là, il se jette direct. Et là, je le comprends parce que il dit que ça va partir il direct. protège l'espace, en fait, dans ce cas-là. Ouais, ouais. Et là, du coup, il est au sol et là, c'est grillé. Là, c'est mort. Là, c'est fini. Mais, Là, c'est mort. mais bon, que Haaland loupe un truc comme ça, pour le coup, c'est pas trop prévisible, quoi. Enfin, c'est ça. Mais je pense que si Haaland n'avait pas loupé, il aurait été trop court de toute façon, justement à cause de ce retard qui ah bah oui, prend, il a en deux fait, à être pas, trop il a avancé. deux pas, il a deux pas après son poteau. Il est beaucoup C'est trop ça. loin, puis ça sert à rien ce qu'il fait en plus, parce qu'il Ça sert protège à rien rien. du tout. En fait, pour donner une idée aux auditeurs, le repère qu'on nous apprend, gardien de but, c'est quand ton poteau n'est plus dans ton champ visuel. C'est-à-dire que tu te places, c'est la bissectrice de l'angle, c'est-à-dire que tu places, depuis l'axe du but, tu centres le ballon entre tes jambes, tu avances vers le tireur de là où il est dans ton espace visuel, et à partir du moment où le poteau à ta gauche, si on va dire là, en l'occurrence, c'est ta gauche, parce que le ballon est arrivé sur sa gauche, il est plus dans ton espace visuel,
C'est-à-dire que tu peux plus t'avancer. Tu n'as plus à t'avancer. Et lui, je peux vous garantir qu'il avait avancé encore de 2 pas faciles après ne plus avoir le poteau dans l'espace visuel. À moins qu'il ait les il a yeux fait de 2 pas. Spider-Man, quoi. Mais Non, il a fait 2 pas. voilà. Moi, je les ai revus, les images, justement, et c'est là que j'ai fait Ah oui, l'arrêt moi sur aussi, ça image. m'a Et marqué, il a ça m'a clairement marqué. fait 2 pas. Et du coup, forcément, il doit se retourner. C'est ça, En fait, il c'est perd comme du s'il temps, doit en se fait. retourner, puis se décaler pour Oui. revenir au niveau de son poteau. Donc déjà, là, le temps, il est perdu. Après, bon, il y a Haaland qui se ramasse. Donc lui, et tout de suite, il s'est dit, hop, ça part, hop, je lance. Là, Et je trouve qu'il après, a raison presque, parce qu'il utilise son envergure pour comment ah oui, dire, oui. pour balayer l'espace. Et puis si ça Mmh. lui tombe sur la main, ça lui tombe sur la main, c'est fantastique. Oui, c'est sûr. Mais le problème, c'est que déjà, comme tu l'as dit, en plus, probablement, il serait trop court. Et après, du coup, il peut même pas, même s'il se relève très vite, il a Il même est pas trop une loin, chance bien sûr. supplémentaire Impossible, d'aller faire l'arrêt. Donc, il sait que c'est grillé. Il peut rester par terre. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Donc, c'est ça. En effet, donc Castiles, on l'avait évoqué dans la vidéo précédente, qui est un gardien un peu méconnu en tout cas du grand public qui ne suit pas la Bundesliga, mais qui monte en Belgique en tant que troisième gardien. Oui, quand même. Puis Tout derrière à fait. deux monstres que sont Courtois et Mignolet. Voilà, Même si Mignolet, il a un poil âgé désormais, qui joue en Belgique, mais c'est quand même un garçon qui était titulaire à Liverpool ou en Première Ligue longtemps. Donc, ouais. En effet. Alors maintenant, on va évoquer ce qui est finalement, alors nous on l'a évoqué c'était finalement le vrai choc de cette journée. Ouais. Ceux qui suivent la boulie le savent. Donc c'était Leverkusen, Mönchengladbach, Leverkusen et leurs supporters en carton dans les tribunes. Donc C'était hyper bien pour les repères visuels. Renaud, toi, tu as suivi le match. Le premier truc qui t'a marqué au niveau des gardiens? Alors, ce qui m'a marqué, il y a plusieurs choses. Je dirais, au niveau global, il y avait un gros décalage sur le jeu au pied entre les deux gardiens. Et c'est vraiment hyper flagrant. C'est-à-dire que le Sommer, il est vraiment fort. Il se sort vraiment de beaucoup de situations. Et Sommer, Radecki, fais attention, Sommer. pardon, oui. C'est pas le mari de l'attaquant d'équipe de France. Vas-y, Voilà. continue. Et Sommer, vraiment est très fort au pied. Il se sort de beaucoup de situations un peu tendues. Tu sens que les joueurs comptent sur lui. Il lui file vraiment des trucs dégueulasses parfois en passant en retrait. Et il y arrive. Par contre, Radecki, c'est vraiment pas ça, quoi. Et vraiment, tu sens que c'est la panique. Enfin, il panique un peu, quoi. Il renvoie des trucs et il n'y arrive pas. Et Radecki, alors, même si le résultat du match le reflète pas, parce que finalement, Leverkusen a quand même gagné 3-1, il y a eu des situations méga dangereuses parce que Radecki, il a tenté un truc de relance à moitié dans l'axe, qui est intercepté par Mönchengladbach, et il s'en est plutôt bien sorti, en fait, parce qu'il a fait pas mal d'erreurs. Ça, c'est un peu au point de vue global sur le match. Par contre, après, sur des actions et surtout sur les buts, là, pour le coup, c'est Sommer qui était un petit peu à la peine, parce qu'il a quand même pris un but à la 6e minute, donc quand même hyper rapidement. Oui. Et le problème, c'est que là, on a vu une fois de plus, moi, ce que je considère être une erreur, parce que il y a un manque de rythme, c'est qu'il s'est mal. En fait, il est sorti à contre-temps. Il a hésité en fait dans sa sortie. Il y a eu un moment où il a mis une pause, et du coup, ça l'a un peu condamné juste après, parce qu'il a pris une frappe, croisée, et il a voulu sortir en T. Et une fois de plus, il était un peu en retard. Pas de beaucoup. Il était plus près parce que Sommer, c'est quand même un gardien tonique, et la sortie en T, c'est ce qu'il fait très bien. Mais là, la petite moment où il est sorti à contre-temps, ça l'a un peu bloqué dans son élan. Alors, je suis pas totalement d'accord avec toi sur l'action, parce que je trouve que justement, il est plutôt dans un bon tempo. Alors moi, j'ai pas eu la chance de voir le match, mais j'ai pu regarder les buts et j'ai analysé les buts. Je trouve que la sortie en T est plutôt pleine d'à-propos, parce qu'il est quand même très proche du buteur. Non, mais elle est bien, mais ce que je lui reproche, c'est de pas avoir les jambes au sol. C'est-à-dire que Oui, il y a des gardiens, il y a Ter Stegen par exemple, qui fait une sortie. Alors tu dis en T, moi je dis en croix. Il y en a qui disent, enfin bon, bref, on s'en fout, on a tous compris ce que tu voulais dire. Les fameuses sorties hockeyeurs. Ter Stegen, il a une telle souplesse et amplitude de hanche qu'il arrive à en fait avoir les fesses quasiment en grand écart, si vous voulez.
C'est-à-dire qu'il Oui. a les fesses par terre, donc il Pas très comble bien. cet espace entre ses jambes en étant assis, si vous voulez. Il a l'espace latéral qui est pris par ses jambes parce qu'il a ce grand écart. Et il a le buste et les bras qui font, comme le Christ, si vous voulez, cette position d'opposition par rapport au frappeur. Là, Sommer, tout va bien, mais je pense qu'il est très proche du tireur et je pense qu'il doit se mettre en croix comme le fait De Gea, à savoir comme quand on fait, vous savez, les prises de balle au sol sur nous. Sauf il doit faire ça, mais en écartant les bras. Et le problème, c'est que là, il est légèrement en retard et c'est là où je te rejoins, c'est une erreur de rythme parce qu'il se bloque au mauvais moment pour faire sa croix. Et le problème, c'est que tu es en retard, du coup, tu es en mouvement. Du coup, comme tu es en mouvement, tu es légèrement en l'air. Et là, et il le sait, hein, il se tape dans les mains, il est vert, on le sait tout de suite. Petite erreur de rythme, comme tu disais, Renaud, et hop, ça lui passe dessous parce que en l'étant en mouvement, donc en l'air, il libère un espace sous ses fesses, sous ses pieds. Et c'est là qu'il libère le petit pont, parce que c'est presque un petit pont, il l'effleure nettement, mais ça lui passe sous la cuisse, en fait. Et voilà. Donc, je pense que soit tu as cette souplesse qui te permet d'être en grand écart avec les. Ça, faut vraiment être souple. Hein. Soit tu es très compact et tu arrives à faire. Alors, tu as moins d'envergure, mais par contre, quand tu es très rapproché, tu es sûr que tu fais bloc et tu ne prendras pas de but. Ouais, sauf que bon, généralement, quand même, la sortie en T, dans ce qu'on essaie d'apprendre aux gardiens, c'est qu'on essaye vraiment de leur dire qu'il faut travailler leur souplesse et que le but du jeu, c'est qu'ils gagnent en envergure au sol. Bien sûr. Parce qu'on sait que le joueur, globalement, c'est ce qu'il va essayer de faire parce que c'est ce qui est plus simple pour lui et qui est normalement plus dur pour le gardien à aller chercher. Et en l'occurrence, Sommer sait le faire et là, il l'a pas bien fait justement à cause de cette petite erreur de rythme. Et c'est ce qui lui coûte le but, en fait. Il y a deux écoles quand même. Là, la sortie dont tu parles, c'est une sortie vraiment allemande. Moi, je vois aussi David De Gea, Pepe Reina, Kepa Arrizabalaga dans une école plus espagnole, qui sont dans une sortie qui nécessite beaucoup moins de souplesse, parce qu'ils sont très compacts. Vraiment, comme je te disais, l'espèce de... Vous savez, quand on fait la prise au sol sur les frappes sur nous. Oui, c'est poser le genou pour éviter de combler l'espace comme et ça. le fait est que, alors peut-être qu'aussi on n'a pas. Moi, j'aime bien faire cette sortie-là parce que je suis pas très souple. Et par contre, j'ai pas peur du tout d'aller au contact. Et puis je me suis rassuré en fait dans ces positions. J'ai l'impression que vraiment, peut pas m'arriver grand-chose, surtout à bout portant en fait. Et je trouve que après, tu me dis que Sommer sait faire la sortie full écart. Là, alors dans ce cas, il n'a pas le droit. Mais je trouve que si c'était pas le cas et que s'il était plus dans une sortie à l'espagnol, bah, peut-être que être vraiment comme ça, avec une jambe au sol, le genou au sol, ou en tout cas avec très peu d'espace, pas pour un ballon, ça aurait été top. Ouais, mais Sommer, Sommer sait le faire, donc je pense que voilà. À et puis l'inverse. après, il y a le péno. Ah non, je t'en prie, Nico. Ah oui, oui, on peut évoquer le péno, mais j'allais dire, déjà, bon, le péno, il la sort presque. Ouais, mais là, ça manque un peu de fermeté dans la main pour qu'elle. On voit que là, on le voit d'ailleurs parce qu'il y a vraiment un ralenti sur sa main et on voit que ça fait comme ça. Ah, c'est marrant. Ça tourne. Ça tourne. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle est déviée dans le petit filet et que normalement, ce qu'il faut, c'est vraiment genre quand on tend la main, c'est vraiment bien tendu quoi, parce qu'il faut bien que ça rebondisse quoi. Sinon. Là, je donne un conseil. Je ne me permettrai pas de dire que c'est ce qui s'est passé pour Sommer, hein, mais un conseil important, c'est pas parce que vous êtes sur le ballon que vous allez faire l'arrêt du siècle, parce que c'est un super arrêt s'il avait sorti le penalty, que le ballon il est arrêté. Tant que le ballon vous l'avez pas sorti, l'arrêt n'est pas fait. Parce que le problème, c'est que ce léger truc de concentration, ça m'est arrivé à l'entraînement des dizaines de fois. Waouh! J'ai senti le truc, j'ai bien anticipé. Le péno, je l'ai bien senti, même sur des frappes à bout portant. J'anticipe du bon côté. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu te dis, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait parce que j'ai eu la bonne intuition, c'est fini. Tu peux pas te relâcher, surtout eux, je vous dis pas la puissance de la frappe, le niveau auquel ils sont, mais tu peux pas te relâcher en te disant, ça va suffire. Il faut finir comme un mec au filet qui a un penalty au tennis, là. Tant que tu n'as pas fini le point ou fini l'arrêt, c'est pas fait. Et c'est vraiment cette concentration-là, j'insiste. Je ne dirais pas que Sommer a manqué de concentration parce que je ne suis pas dans sa tête, mais je peux vous dire que ça m'est déjà arrivé, que ça est déjà arrivé à des gardiens professionnels avec qui j'en ai parlé. Tant que l'arrêt n'est pas fait,
on se dit pas qu'on l'a fait. Par contre, il faut rappeler le contexte de ce penalty, c'est que c'est un peu. Moi, dans ma tête, c'était un peu le penalty PES quand les arbitres étaient étaient mal configurés sur PES ou FIFA, où tu vois, tu as une frappe et en gros, la frappe est terminée et tu as le défenseur qui arrive et qui fauche l'attaquant. Mais la balle, elle est déjà sortie de but quand il le fauche, quoi. Ouais, et le mec, il a sifflé le penalty. Donc, dans PES, des fois, ça arrivait, les mauvais PES début des années 2010. Et donc, en fait, ouais, c'est une session inédite. Et pour moi, peut-être qu'il était encore un peu, il était ce qu'on appelle en tilt, en frustré. Et en fait, il s'est dit, il considérait le penalty comme, pour moi, il l'était, un penalty qui n'était pas du tout justifié. Et bon, peut-être que ça a joué. Néanmoins, moi, le fait de match sur lequel je voudrais revenir, justement, c'est à l'inverse, c'est le but marqué par Mönchengladbach, par Thuram. Je crois que c'est le but de Thuram. D'ailleurs. La relance du pied de Sommer, c'est exceptionnel. Enfin là, voilà, on parlait de Neuer. Là, on est sur le même niveau. C'est au millimètre sur la poitrine de Thuram et ça enchaîne sur une action exceptionnelle. Enfin, moi j'ai trouvé ça mine de rien, mais l'action décolle. Ouais. Non, mais justement, et c'est pour ça que je disais bien en début en parlant du match, c'est que vraiment c'est pour ça que vraiment que c'est encore plus impressionnant pour Sommer, c'est que vraiment c'était hyper marqué dans ce match, qu'il y avait vraiment des gardiens même à haut niveau et il y a un décalage flagrant dans le jeu au pied, quoi. Je trouve que c'est jeu au pied plus vision de jeu. Parce que là, à ce niveau-là, la relance qu'il fait, Sommer, c'est pas qu'une relance. Il relance dans la partie de terrain adverse, hyper loin, il fait une volée, et ça arrive pile sur Thuram. C'est pas genre un peu à côté où Thuram qui s'arrache pour l'avoir. Ça lui arrive sur la poitrine, il fait bam, il fait un contrôle, ils font 2 passes et ils sont au but, quoi. Voilà. Et c'est là où il faut travailler un peu là-dessus parce que la preuve, on met des buts. Tout à fait. Bon, en tout cas, très bien pour Sommer, mais c'est Hradecki qui l'a emporté puisque Leverkusen a gagné 3-1. Et vas-y Antoine. Juste, il y a eu 2 choses. Le but Hradecki, il y a juste un truc qui m'a gêné sur le but de Thuram, même s'il peut pas faire grand-chose. Tu parlais d'erreur de rythme, Renaud. Pour moi, il y a une légère erreur de rythme. Que je peux expliquer très simplement, c'est que quand le ballon arrive sur Thuram qui déclenche sa volée, il jette un coup d'œil à gauche pour voir où il est situé par rapport à son poteau. Je pense que c'est un problème de repère par rapport à la longue période d'indisponibilité. Parce qu'il n'aurait pas sorti le ballon. Il a beau être dans le rythme, l'autre, il envoie une frappe monstrueuse de volée. Ça prend de la vitesse avec le terrain. Mais ce que je veux dire, c'est que tac, il jette son coup d'œil, boum, c'est trop tard. Donc, je pense que ce manque de repère, le fait qu'il ait besoin de se rassurer par rapport à son poteau, savoir où il est dans l'espace, je pense que ça vient de là, effectivement. Il y a de ça. Et moi, je pense que Hradecki, alors c'est léger, ça va très vite, tout ça. Et justement, il regarde son poteau à gauche et il est un peu trop à gauche. C'est parce que la caméra, il y a une caméra qui est derrière le but. Ouais, et du coup, on voit bien l'axe du ballon et on voit bien que le ballon est pas au niveau de ses jambes et que lui, il est un peu décalé par là. Et là, et parce qu'il faut bien voir que Thuram, il met un but, il le met pas petit filet extérieur. C'est ça. Elle est pas très croisée, sa frappe. Elle est pas si bien placée que ça. Donc ça veut dire que le gardien, il est pas bien placé. Et une fois de plus, au lieu d'essayer de plonger, de faire quelque chose, il se met en T, il met ses jambes un peu comme ça, et ça marche pas, et il se condamne. Et ça, on l'a déjà dit plein de fois en Allemagne sur les gardiens allemands, que la sortie en T, d'écarter les jambes, ça ne marche pas à tous les coups. Ça peut donner l'impression de sortir de situations un peu tendues comme ça, mais aller chercher un ballon sur le côté ouvert, faut pousser sur les jambes. Sinon, on l'a pas. Là, je pense, Renaud, c'est surtout qu'il est en retard. Parce qu'il est quand même. Ah oui, non, mais clairement. Et après, c'est une espèce de geste du désespoir, presque son panard qui sort. Mais je pense qu'il est trop en retard et il veut montrer qu'il fait quelque chose, mais il est complètement battu. J'ai l'impression qu'il déclenche que le ballon est déjà passé, moi. C'est du mécanique. Oui, j'ai l'impression. Oui. Mais bon, c'est du réflexe. C'est pas rassurant que son seul réflexe soit de mettre les pieds plutôt que les mains, on est bien d'accord. Ah bah oui. C'est sûr. Donc oui, il y avait Louis, l'un des auditeurs, qui évoquait que les 2 imperfections de Sommer marqueront malheureusement plus que le résultat de sa relance. Ouais. C'est vrai, parce que Gladbach a peut-être dit adieu au titre. Ouais. Et heureusement, Leipzig a fait un mauvais résultat la fois précédente, donc ils sont toujours en course pour être en Ligue des Champions, mais Leverkusen
du coup, revient à grands pas. Le fameux résultat à 6 points. Et d'ailleurs, le but, le troisième de Sommer, la tête, alors il peut strictement rien sur la tête parce que je crois que c'est Bender qui marque. Il la met de l'épaule, du coup, c'est complètement illisible comme trajectoire parce qu'il tend la tête, ça marque l'épaule, c'est un cauchemar. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant, je trouve, sur ces phases de jeu et que j'avais expérimenté, que j'aimais bien, c'est que le coup franc placé comme ça, sortant, moi, j'aime bien ne mettre personne dans le mur pour une raison très simple, c'est qu'en fait, ça permet à la défense de jouer pas le hors-jeu, mais d'avoir une ligne de défense à hauteur du ballon. Ouais. Parce que le problème du mur, c'est que tu te retrouves avec le mur forcément qui protège le but, donc ça fait encore reculer ton bloc vers toi. J'ai fait un arrêt sur image encore, le bloc, Sommer, il a un pied sur sa ligne, le bloc, il est à 3 mètres de lui, c'est ingérable. En plus, c'est bien tiré, mais c'est ingérable. Donc Ouais, en fait, ce que je propose souvent, c'est de mettre personne dans le mur, comme ça, on se met tous à la hauteur du ballon. Et après, on essaie, les défenseurs se mettent en opposition devant les attaquants ou les adversaires, et on bloque les courses. Parce que là, on est dans une phase statique, le gardien ne peut que subir les choses. Il peut que subir, Sommer. Il n'y a rien à faire. Ouais. Après, moi, j'ai trouvé que Sommer, alors, on connaît tous la position, un peu comment aime bien se positionner Sommer, à savoir jambes très écartées, plutôt bas. Le problème, c'est que sur ces phases de jeu, je vois pas comment il peut faire quoi que ce soit. Là, il avait les jambes écartées, mais à un niveau. Il avait les talons. Alors, je veux bien que à bout portant de l'épaule, ce soit impossible, mais honnêtement, le ballon serait passé plus près. Je sais pas s'il a vraiment le temps de réagir. Je sais qu'il est très tonique, mais après, ce qui est dur, là, c'est le fait que ce soit tapé de l'épaule. C'est-à-dire que tu vois la tête. Oui, non, mais tu vois pas de ballon, et le ballon, il arrive de l'épaule. Non, mais c'est comme un. Oui, c'est comme un pointu ou une talonnade, quoi. C'est hyper chiant. En termes de repères visuels, c'est très très chaud. Franchement. Ouais, mais j'ai trouvé sa position, en fait, je l'ai trouvé très collé sur sa ligne, sur ses appuis, jambes hyper écartées. Donc pas du tout, au moins sur la pointe des pieds, dire s'il y a un truc, je tente quelque chose, mais même si c'est trop tard. Et après, effectivement, je pense que là, c'est plus avec sa défense qu'il y a un souci, parce que le gars, il est tout seul au milieu dans les 6 mètres. Le gars, il a poussé un peu un gars et le type, il s'est pété la gueule. Bon, ça, déjà, moi, à titre perso, le défenseur, je l'aurais défoncé, j'aurais dit tu te fais bouger, t'es sérieux, genre t'es au point le plus important sur le terrain et tu te fais bouger, c'est pas normal, tu vois. Mais tu peux pas, Renaud, il y a la distanciation sociale, on ne peut plus mettre de points. Ouais, c'est ça, ouais. T'inquiète bon, pas. allez, on avance sur le reste des résultats en Bundesliga. Pardon, c'est ce que je voulais faire. Donc, on a les autres résultats. Donc, il y a encore 3 matchs demain. Schalke contre Augsbourg, Cologne contre Düsseldorf et Mainz contre Leipzig. Donc les 2 autres résultats qu'on a eu, c'est Paderborn, Hoffenheim, un partout. Donc un résultat qui a rangé aucune des équipes, avec Paderborn qui joue son maintien et Hoffenheim qui joue l'Europe. Et Fribourg contre le Werder, donc les 3 points hyper importants pris par le Werder. Et moi, en tout cas, j'ai regardé un petit peu Fribourg-Werder, j'ai regardé les 2 gardiens en tout cas. Fribourg, il y a un gardien donc on évoquait la dernière fois qui s'appelle. Il y a deux prononciations différentes. Donc on dit Alexander Schwolow a priori, mais l'un des commentateurs a dit Schwolo. Donc on verra c'est quoi la meilleure prononciation. Néanmoins, il a fait une super partie le week-end précédent où il a sauvé son équipe. Donc c'est un gardien, voilà, un bon gardien de Bundesliga. Et ensuite il y a Pavlenka. Pavlenka qui est le gardien du Werder. Alors bon, je me suis trompé dans mon slide. C'est pas le drapeau de la République tchèque, mais Pavlenka, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a sauvé son équipe à la dernière action du match. La dernière action du match où il y a une reprise au 2e poteau et il sauve en fait, voilà, il a presque son épaule contre son poteau avec les mains presque en avant pour sauver la frappe et Pavlenka, alors pour vous dire, je le connais pas assez, mais néanmoins c'était un gardien qui était suivi par la Juventus l'an dernier pour remplacer Buffon, comme doubleur de Szczęsny. Ouais, comme doublure de Szczęsny. Et donc, évidemment, il est un peu dans le marasme du Werder. Désolé, je n'ai pas suivi assez le Werder cette année pour dire
quelles étaient les autres performances de Pavlenka. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait fait une très bonne saison en dernier. On en avait parlé la dernière fois, il avait été quand même assez éblouissant en dernier. Cette année, le problème, c'est que ça doit être très difficile de surnager quand ton effectif et que ton équipe est cool à ce point, quoi. Parce que ils sont quand même, c'est un club historique, le Werder, et ils sont quand même à une position, ils sont au bord de la relégation. C'est ça. Et là, ils ont pris un point hyper important. J'ai pas fait le check sur le classement, mais ils se rapprochent. Le check, ouais. Ils sont 17e là. Le Werder 17e, 21 points. Et il est à combien le premier non relégable Düsseldorf 23 points. Donc voilà, donc il se rapproche. Il se rapproche donc ce club historique. Voilà, et justement, pour finir un petit peu on a déjà évoqué finalement les différents matchs et certains points, mais si on résume, c'est quoi les enseignements de ces 2 premières journées de Bundesliga concernant les gardiens? Si vous avez chacun un point que vous avez vu par rapport à cette reprise qui vous a marqué. Par exemple, toi, Renaud. Moi, je vais dire un truc un peu classique et que j'ai déjà dit, mais c'est que ça manque de rythme et ça manque de repères au niveau des gardiens, et ça, on pouvait s'y attendre après une longue période d'interruption. On a vu des belles choses, mais on voit, et parce qu'on a l'œil, et on voit qu'il y a des problèmes de repères, on voit que les gardiens ont du mal à se situer dans leur cage et passent leur temps un peu à savoir où ils sont. Et peut-être que même certains ont perdu des repères dans leur propre stade. Je veux dire, ils n'ont pas de public. Peut-être qu'avant ils avaient, je sais pas, des repères par rapport à certaines tribunes, à certaines choses, et là ils ont plus grand chose. En termes de motivation, bon, ça, on le sait, ils l'ont tous dit, c'est plus dur. Et pour l'instant, c'est ce qui ressort. Alors, il reste 10 matchs, un peu moins maintenant, à faire. Bon, peut-être que ce sera mieux d'ici quelques matchs. On verra. D'accord. Toi, Antoine? Moi, je vais pas parler des gardiens. Je trouve que le niveau de jeu est plutôt très bon. Je trouve que tout le monde s'est quand même remis au diapason. Je vois des courses à haute intensité quand même sans trop de problèmes des joueurs. Donc voilà, je pense que le poste de gardien est plus précis, notamment sur le placement, et que ça demandera peut-être un peu plus de temps pour retrouver la plénitude de leurs moyens. Après, ils vont se mettre au diapason des joueurs, tout simplement. J'ai vu quelques erreurs, j'ai vu des arrêts fantastiques. C'est des débuts, ça fait très début de saison, ça fait très reprise. Ça va se régler. Je pense que ça va se régler. Je pense que c'est tout à fait normal et légitime pour eux qu'il y ait un temps d'adaptation, que ce soit pour les repères dans l'espace, les repères au stade également, parce qu'effectivement, ça doit changer beaucoup de choses. J'ai pas eu la chance de jouer devant 25 000 personnes comme eux et du coup de repasser à personne, mais voilà. Je pense que ça va revenir. Je pense que ça va être un très beau match mardi soir qu'on va débriefer tous ensemble, et que c'est un match capital parce que le Borussia est à 4 points et qu'ils peuvent leur mettre une sacrée pression s'ils arrivent à gagner. Enfin, s'il vous plaît, que Dortmund gagne un peu. Supporter de Dortmund. Donc en effet, tu l'as évoqué, Antoine. Donc on va faire cette émission. Donc c'est cette émission spéciale débrief du classiqueur Dortmund Bayern. Donc à 20h15. Alors du coup plus les arrêts de jeu, 20h20 à peu près. Voilà, on a retenu la leçon. Et aussi donc on l'a appris aujourd'hui, la reprise de la Liga le 8 juin. En tout cas, dans la semaine du 8 juin, du coup, dans la semaine du 1er juin, il y a de grandes chances qu'on fasse une émission un peu sur le même format que la Bundesliga. Un bilan des 27-28 premières journées de Liga, et évoquer en fait les gardiens à suivre pour cette reprise de la Liga que beaucoup attendent. Donc on aura cette émission. Et si je peux me permettre également un conseil, je ne sais pas si c'est possible de la retrouver dans l'émission qu'a fait Beansport, mais il y a eu une interview de Arsène Wenger qui est de nouveau, qui est à la FIFA maintenant. Et si vous voulez la regarder, j'ai trouvé super intéressante.
par rapport à la reprise et par rapport au protocole de reprise, lui qui a maintenant une vision assez globale en tant qu'ambassadeur et chargé de projet à la FIFA. Donc n'hésitez pas à la regarder. C'était, je crois, entre les deux matchs. Entre les deux matchs vers 17h30. C'est ça, entre le multiplex et le match du Bayern. Donc l'émission touche à sa fin. Merci. Donc c'était notre premier live vidéo, le vrai premier live vidéo. Si vous écoutez à la radio, sachez qu'on a aussi une chaîne YouTube. Donc évidemment, on va continuer de poster également sur notre plateforme de podcast. N'hésitez pas à nous mettre un j'aime, à partager l'émission, à également commenter. C'est super d'échanger avec vous. Et puis, il y en aura d'autres. On est en train de tester des choses. Mais le but, c'est de vous faire vivre au mieux et vous faire comprendre comment réagissent les gardiens avec les petits détails qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu ou du moins à la télévision. On dit à très vite. À très vite. Ouais. Promis, j'allumerai ma lumière la prochaine fois parce que j'ai fini dans le noir. Eh oui. Mais c'est pas grave, on fera l'émission le 20 juin. Voilà. Ouais, voilà. Allez, passez une très bonne journée. Merci et de très belles moments posés. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut à tous. À bientôt. Et on embrasse Thomas qui a eu un petit souci technique. Vous le retrouverez très vite. Ce sont des choses qui arrivent.